C'est la connexion submarine, en fait, optique. Ouais, il y a une connexion sous-marine entre le Brésil et le Maroc qui amène l'Internet brésilien indépendamment des États-Unis, mais les États-Unis se mettent beaucoup sur la ligne. Ouais, Puis j'ai les Brésiliens, on diffusé est ça à beaucoup Brest aussi. avec Ifremer. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, on est à Rio de Janeiro, toujours avec l'imam Al-Mahdi, évidemment, et avec la doctrine du Bouddha. Mais vous savez, le Bouddha, il apparaît 3 fois dans le Coran, et puis la doctrine bouddhiste, elle est très proche de la doctrine de l'islam sur bien des aspects, en particulier la sourate 18 du Coran, la caverne, où vous allez trouver un parfait résumé de tout ce qu'est la doctrine bouddhiste. Eh ouais, vous étiez bouddhiste sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, même si vous êtes musulman. Voilà. Ce soir, on va parler des circuits de conscience socio-sexuels Conscience culture. et de la conscience culturelle. Donc, qu'est-ce qui fait que dans nos cultures, on ne prend pas, tu fermes la porte, on ne prend Ouais. pas seulement de la soupe, on ne prend pas seulement de l'eau minérale, et, gazeuse ou naturelle, mais on a besoin d'excitants et de stimulants, en particulier le thé, le café, le chocolat, les cocktails avec ou sans alcool, l'alcool lui-même, et puis évidemment les drogues mondaines, celles qui sont à la mode, que ce soit les stupéfiants dans les rave parties à la mode, ou certains médicaments, comme tous les psychotropes, comme le Lexomil de Mumu, de Marseille, et puis tout ce qui fait qu'on est dans un monde quand même qui, du point de vue mondain, est un petit peu cinglé et n'est pas très virtueux. Voilà. Donc on va voir que tout ça c'est lié eh bien, à un comportement qui est typique chez l'homme, qui est le comportement du primate. Alors je vous invite à lire un livre de Jim Morrison qui s'appelle Le singe nu, où il nous explique que tout le comportement social de l'homme est un comportement social de primate. Que ça soit dans nos rapports aux femmes, que ça soit dans nos rapports à l'homosexualité, ou que ça soit dans nos rapports à la nature, nous nous comportons comme des macaques. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, Jim Morrison remarque que lorsque les guenons sont en chaleur, dans certaines races de singes, leur vulve et leur anus devient rouge pour attirer le mâle. Et plus le cul est rouge, et plus le mâle est en chaleur et voit fou. Eh bien, chez la femme moderne, c'est le rouge à lèvres, parce qu'évidemment, on peut se protéger les lèvres et en mettre une couleur qui correspond à ses lèvres, mais il y a des codes sociaux et que le rouge à lèvres très rouge, c'est quand même chez les putes et que ça a tendance à exciter le client, comme en règle générale la couleur rouge, puisque d'ailleurs autrefois il y avait une lanterne rouge devant les maisons de passe. Voilà. Donc Jim Morrison a remarqué tout ça, et il a remarqué d'ailleurs qu'en peignant le cul des guenons en rouge, eh bien, ça excitait les mâles, même quand elles n'étaient pas chaudes. Et donc il a bâti toute une théorie qui reste valable en sociologie, qu'on appelle la théorie du singe nu, et qui montre que l'être humain, bien soit capable d'envoyer des avions dans le ciel, des fusées sur la Lune et des robots dans le Soleil, surtout la nuit, pour pas que ça brûle, eh bien, quand c'est dans les relations sociales, eh bien, il est en parade amoureuse. Il a tendance à ricaner des homosexuels parce que c'est des pauvres types qui n'arrivent pas à trouver des femmes et qui ont besoin de s'enculer parce qu'ils n'ont pas accès à la sexualité, les pauvres. Et puis il y a le mâle dominant, le mâle alpha, hein, qui veut se payer les plus belles femmes. Alors autrefois c'était les pectoraux, maintenant c'est le compte en banque, hein, qui a tendance à exciter la femelle en mal de reproduction, en mal de bien-être. Et puis Jim Morrison a été un des fondateurs de cette école de l'anthropologie qui est tout à fait intéressante. Cette fois-ci, on va s'intéresser au comportement primate de l'homme face aux stupéfiants, face au thé, au café, etc. Tout ce qui modifie un petit peu la conscience et qu'on utilise pour socialement être dans des bonnes interactions les uns avec les autres. C'est vieux comme le monde. Platon en parlait déjà dans un discours de Socrate qui s'appelle Le Banquet, où Platon nous invitait à nous bourrer la gueule tous les dimanches pour pouvoir discuter philosophie entre hommes, éventuellement en se tripotant et voire plus, Avec un cigare. voire en s'enculant, et entre Éraste et Rumène. Et de temps en temps, on admettait des femmes lorsqu'elles étaient bien faites mentalement, ce qu'elles sont toutes, ce dont je ne doute pas. Voilà. Alors évidemment, ces banquets, c'était pas destiné aux guenons et aux gorilles, c'était destiné à l'aristocratie grecque, hein, les métèques et les gentils restaient dehors. Voilà, c'est comme ça. La cité grecque, elle est basée sur une hiérarchie sociale qu'on appelle la synarchie. Eh ouais, c'est ce que nous décrit Platon dans le discours de Socrate, qui s'appelle De la politique ou de la République, ce qui n'a rien à voir avec la République française. Res publica, c'est la chose publique. Voilà. Eh bien, le lama Nicolas va nous expliquer ça maintenant. Il va tout nous expliquer sur notre comportement de babouin social, pourquoi on boit du café, du thé et d'autres soupes magiques pour nous sentir bien les uns avec les autres et pouvoir
parler de mondanité lorsqu'on est vide et creux, ou parler de philosophie quand on est un petit peu plus équipé d'un point de vue cérébral. Et quand on aura des chaussettes, eh bien éventuellement trouver un bon coup avec lequel on va rentrer à la maison. Voilà. On est toujours sur le mode de l'humour ici, même pour dire des choses sérieuses. À vous, mon ami Nicolas, je tire le rideau. Merci Pascal. Alors bonsoir à tous. Alors suite des circuits de conscience en faisant aujourd'hui le circuit numéro 4, hein, le circuit socio-sexuel. Bon là j'ai un plan aujourd'hui à la place du tableau. Vous voyez ce circuit 4, la dernière fois on a étudié le 1, le 2 et le 3. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis Nicolas André, je vis ici actuellement au Brésil, je suis thérapeute et moine dans le temple qui se construit ici à Rio de Janeiro. Mon rôle, c'est d'accompagner les personnes qui arrivent sur le collectif et puis d'accompagner aussi des Brésiliens que je rencontre ici en agrandissant voilà, mes relations. Et donc j'ai vécu certaines expériences dans ma vie avec des stupéfiants. J'ai vécu des problèmes de santé très jeune, à 17 ans, où j'étais à l'hôpital, donc avec des émotions un peu fluctuantes, hein. J'étais après rentré dans la Marine nationale, hein, sous contrat pendant 10 ans. Puis à 21 ans, c'était revenu beaucoup plus fort, des problèmes de santé où j'étais 2 mois à l'hôpital par rapport à mes 17 ans, c'était 2 semaines. Et avec des traitements neuroleptiques et anxiolytiques parce que j'avais beaucoup utilisé des drogues en rave party, lors des soirées, en concert et pour m'amuser avec les autres. Sauf que voilà, il y a un feedback, j'ai fini par tomber malade. Et cette maladie m'a fait prendre conscience que la vie était fragile, que mon existence elle tenait qu'à un fil en fait, et d'apprendre à la respecter cette vie, hein, parce qu'à 17 ans, j'ai plutôt l'envie de mourir à 20 ans. J'étais punk un peu de rue avec les punks à chiens et j'ai choisi de rentrer dans l'armée pour pas finir à me détruire, autodétruire avec la drogue et l'alcool. Moi qui viens du Finistère où c'est une facilité de rentrer dans la vie rock'n'roll quand je vis à Brest et la drogue et l'alcool lors des soirées mondaines. Donc je me suis mis un peu à bout dans ma santé et à 20 ans, 21 ans, j'ai fini par tomber malade. Et cette maladie m'a montré des profondeurs de ma vitalité, hein. C'était une mort psychique un peu dans mes émotions aussi. J'ai vécu des profondeurs émotionnelles très fortes, hein, à vouloir mourir tellement que c'était dur à vivre, hein. Et c'est grâce à l'amour de ma famille, de mes parents, qui vivaient pas ensemble, mais en tout cas mon père était plus présent, ma mère est venue quand elle pouvait, et mes grands-parents qui ont été très soutenants, voilà, pour m'aider à passer l'épreuve. Et de sentir cet amour, hein, filial de la famille, hein, de ce lien familial, ça m'a permis de sortir du trou, d'éviter de rester dans cette énergie qu'on me proposait dans le système médical. Qu'est-ce que le système médical me proposait à l'époque? C'était de prendre des neuroleptiques, des anxiolytiques, avec un traitement psychanalytique à vie, et de rester voilà, dans une phase de stase, à analyser les problèmes, pour trouver peut-être une solution un jour à en sortir, en arrêtant ou pas les drogues de synthèse. Pour remplacer voilà, les manques de confiance en moi, les manques d'estime de soi que j'avais, pour donner cette confiance avec des drogues de synthèse que le système propose. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à cet âge? À 21 ans, j'ai pas vraiment senti que ça allait m'aider, donc j'ai demandé un maximum d'intuition intérieure, qu'est-ce qui était le plus juste. C'était pas forcément de prendre des drogues, mais c'était je sentais qu'il y avait un autre potentiel avec une forme d'une autre vision que la médecine médicale. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans des exercices profonds que j'ai rencontrés dans l'hôpital, des exercices de sophrologie. Et par la sophrologie, par la médecine chinoise, je suis sorti de ce cycle infernal de médecine du système, avec des spécialistes dans des petites cases où on a les chimistes et puis les psychiatres d'un autre côté.
pour me mettre dans les mains d'un médecin holistique qui travaille avec la médecine chinoise, mais aussi qui était un mystique, qui travaillait avec l'aïkido, qui travaillait avec les arts martiaux et aussi qui travaillait en tant qu'initié chez les Rose-Croix, qui était franc-maçon, qui m'a beaucoup partagé de son expérience et qui m'a permis de prendre conscience qu'il y avait d'autres points de vue que le système matérialiste. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'au-delà de ces circuits de conscience du bas, qu'on appelle les circuits de conscience terrestres, du 1, du 2, du 3, du 4, qu'il y avait aussi des circuits de conscience dits supraterrestres, qu'on appelle de conscience supérieure, dits célestes, par rapport au terrestre. Et donc au début c'était par les Rose-Croix, par l'ésotérisme d'une tradition religieuse, en tant que judéo-chrétien, parce que je viens d'une famille pas forcément pratiquante, mais baptisée à la naissance, donc judéo-chrétienne. Et puis je suis sorti de cette famille au bout d'un moment parce que je me sentais plus en phase avec eux. Et je suis entré dans un cycle un peu de ces recherches entre les Rose-Croix, le New Age, Alice Bailey, tout ça. J'ai fait l'expérience pendant quelques années. Et puis, au final, à 30 ans, j'ai vu que ça m'aidait pas vraiment à être heureux. Et d'ailleurs, le maçon Rose-Croix, qui était un ami, j'ai fini par quitter son accompagnement parce qu'il avait aussi des problèmes personnels qu'il n'arrivait pas à régler, donc je ne me sentais plus aidé par lui. Et j'ai décidé de me rapprocher en fait on va dire d'un enseignement plus traditionnel par l'astrologie. Et la personne avec qui je vivais à cette époque, j'ai commencé à étudier un peu l'astrologie. Et puis, c'était mes découvertes avec la gnose, au-delà des Rose-Croix et des druides et des francs-maçons que j'ai pu connaître à une époque. Par l'astrologie et l'étude de l'alchimie opérative, je me suis sorti un peu de ce que la psychanalyse et la médecine du système me proposaient, en prenant conscience de la médecine allopathique, comment fonctionne la médecine allopathique, mais comment fonctionne aussi la naturopathie. Et par la naturopathie, j'ai pris conscience de tous ces 4 circuits de conscience, dont le premier, le circuit racine, la conscience vitale, que je vous parlais la dernière fois, qui est toute la base de la vitalité, qu'on voit en naturopathie avec une forme d'hygiénisme. Moi, c'est ce que j'étudie avec les enseignements de Thierry Casasnovas, comment faire des jus, comment prendre soin de sa santé physique au travers les lois de l'hormèse, de l'homéostasie. Et puis je me suis fait former comme ça à l'homéopathie hygiéniste. La naturopathie hygiéniste en prenant conscience du système de l'homéopathie, de l'informationnel, en plus de la naturopathie. Et c'est au travers le deuxième circuit politico-territorial que j'ai pris conscience plus du monde extérieur au niveau politique quand j'ai travaillé dans l'armée. Quand je travaillais dans l'armée, j'ai travaillé à l'état-major des armées, au niveau, je faisais gardien de porte. Et à l'état-major des armées, j'ai travaillé pas très loin des services de renseignement. J'ai vu comment ils fonctionnaient, ça m'intéressait plus de travailler après pour l'armée en travaillant à côté d'eux. Et j'ai décidé de quitter l'armée, de devenir plus le côté artistique que je développais à côté de l'armée, c'était animateur en école de cirque. Qui n'avait rien à voir du tout avec le côté politique, on va dire, du système médiatique. C'était plus le côté artistique, le côté d'ailleurs qui m'épanouit toujours, d'être artiste et créateur. Donc actuellement je suis thérapeute, je suis moine bouddhiste, mais j'utilise beaucoup la créativité, les émotions, ça me permet en tout cas d'échanger mes créations et d'être, je veux dire, plus équilibrant pour les personnes que j'accompagne, mais qui permet aussi de m'équilibrer dans les créations, d'être épanoui en tout cas dans ma vie, d'être heureux grâce à ce côté artistique. Et j'ai fini par quitter l'armée en prenant plus conscience du circuit intellectuel, le circuit 4, le circuit 3, pardon. Le circuit 3, ça m'a permis en fait de par les recherches sur Internet et dans les livres,
en faisant après des rédactions et aussi des conférences auprès des amis, auprès de petits groupes comme ça que je réunis lors de repas rabelaisiens, de bons vivants. J'ai changé mes expériences et mes découvertes au niveau intellectuel. Et puis, à une époque, je le faisais avec du cannabis, quand j'étais en internat, quand j'étais adolescent. Et puis quand j'ai lâché un peu les drogues, quand j'ai compris que ça m'aidait pas dans mes méditations profondes avec le yoga traditionnel, que je pratique toujours, je me suis mis plus dans la conférence, genre en faisant un apéritif, moi qui ne buvais pas forcément d'alcool, mais plus on dit rabelaisien, avec chacun ramène un truc qu'il aime. Et puis j'ai commencé comme ça à ouvrir ce circuit intellectuel auprès des personnes que je connaissais, en plus des cours et des soins que je proposais en cabinet et dans la salle de cours que j'avais créée dans mon chez-moi, dans un lieu privé. Et, euh, et puis, j'ai commencé à plus, on va dire, à m'intéresser voilà, au circuit de conscience. Donc, je vous en parlais de Laurent Gueli. Et Laurent Gueli, en fait, c'est un chaman qui vit en Suisse, un chaman dit dans le néo-chamanisme, et qui travaille au niveau des circuits de conscience. Il a écrit un livre qui s'appelle Les 8 circuits de conscience, donc, où il y a ce schéma qui en ressort, des 8 circuits de conscience. Et aujourd'hui, je vais vous parler du circuit numéro 4, de ce livre qu'il a écrit, qui est une reprise du travail de Timothy Leary. Alors, qui c'est Timothy Leary? Timothy Leary, il a exprimé tout son côté à la fac aux États-Unis, son côté psychonaute, d'utiliser les drogues pour entrer dans des circuits de conscience dits supérieurs, par le LSD par exemple, ou avec les champignons hallucinogènes, un peu le travail que Aldous Huxley faisait dans ses écrits, parler d'ouvrir les portes de l'esprit. D'ailleurs, Jim Morrison, il en parlait bien voilà, dans ses écrits, ses poèmes. Et puis, il y avait aussi Albert Hoffman. Albert Hoffman, qui écrit Mon enfant terrible suite à la découverte de de sa molécule, le LSD 21, dans ses expériences qu'il faisait dans les laboratoires pour faire des soins, en fait, à travers ses découvertes. Et puis Timothy Leary utilisait le LSD comme ça pour aller voyager sur les circuits de conscience et faire un travail de psychologie au niveau transpersonnel. Donc là, c'était toute une époque en Californie. Il y a eu des cours un peu New Age, mais aussi des personnes qui faisaient comme ça des expériences au niveau du néo-chamanisme, au travers... Merci Pascal. Okay. Au travers différentes expériences comme ça on va dire du LSD, mais d'autres substances, et aussi la respiration. Comment tu dis? Yogique. Yogique, ouais, voilà, ou chamanique, qu'on utilise dans certaines tribus, pour entrer dans des états de conscience modifiés. Et holotropique, voilà, chercher le terme, Ouais. qui est très, très porteuse pour vivre des états de conscience modifiés sans drogue. Et d'ailleurs, Laurent Gueli propose des études au travers ces circuits de conscience, ces 8 circuits de conscience en Suisse, et aussi des voyages à base de tambour, le son du tambour, et la respiration holotropique qui est très riche aussi pour entrer dans d'autres vibrations. Ça fait monter comme ça la vibration énergétique. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du circuit socio-sexuel, qui est aussi le côté conscience... excusez-moi, voilà. De conscience culturelle. Et ce côté conscience culturelle, il est exprimé au travers de la société, parce que le quatrième circuit, l'enfant, il explore, comme je vous disais, au-delà de l'intellect, une fois qu'il a pris conscience des règles du monde extérieur, il se balade, c'est le politico-territorial, il évolue dans le monde. Après, il a plus conscience du système en ayant été à l'école. Donc, il commence à avoir un certain concept du monde. Et puis ensuite, il rentre dans le monde actif. C'est le côté socio-sexuel et aussi de la conscience culturelle. Donc, une fois qu'on a intégré les 3 premiers circuits, on peut aller plus évoluer dans le monde. On rentre on va dire dans la société, dans le monde actif. Et dans ce monde actif, en fait, on va découvrir qu'il y a eu des tribus qui fonctionnent comme les peuples premiers, mais aussi des nations modernes dans lesquelles on évolue actuellement.
Et dans ce circuit socio-sexuel, il y a des codes qui se forment, hein, des codes pour entrer en phase avec la société, et aussi des codes avec des valeurs morales, un côté intègre, des règles qui se mettent en place. Et puis ça va être aussi l'individu qui rejoint un groupe social, hein, au travers, comme Pascal vous disait, des drogues sociales. Hein, on utilise tous le café, le thé, Chocolat. l'alcool, le chocolat. Voilà, ceux qui boivent pas, La bière, de la bière, hein, ceux qui boivent pas de... l'ayahuasca. Ouais, bon, l'ayahuasca, ça rentre sous un autre circuit, on verra un peu plus tard. Mais voilà, c'est surtout, comme je dirais, le tabac. Le tabac est beaucoup utilisé, hein, on le voyait chez les Amérindiens, c'était le calumet de la paix qu'on voit dans les films, là, qui n'était pas forcément une plante, on va dire, en tant que chaman pour aller faire la paix. Hein. C'est une plante de communication comme le café, le thé, mais ce sont des plantes de pouvoir à la base. Et des plantes de pouvoir qui mettent dans un état énergétique, hein, pour communiquer entre nous. Au Japon, c'est la cérémonie du thé, hein. On a une cérémonie, c'est toute une harmonie qui se met en place. Et puis on va servir le thé, et puis on va avoir des discussions intellectuelles et voire philosophiques au travers de ces plantes. Parce que ça crée des zones énergétiques, on va dire, sacralisées. Sur un plan matériel, on a un peu oublié la sacralisation, hein. Moi, je parlais de la cérémonie du thé au Japon. Et puis on va rentrer dans une forme un peu désacralisée dans le monde moderne. Et cette désacralisation, ça fait perdre toute la notion initiatique. Donc les plantes en fait de pouvoir, elles ont pris pouvoir sur les égos humains. C'est ce qui crée les dégénérescences des sociétés actuelles. C'est qu'il n'y a plus de sacralisation des plantes, hein, des esprits des plantes, et on se coupe des racines initiatiques. Et c'est ce qu'on propose nous ici dans le cadre, c'est de D'où reprendre. l'intérêt des ethnomédecines, parce que les ethnomédecines, elles considèrent la plante et l'âme de la plante, voilà, et Oui. l'esprit de la plante. Tandis que lorsqu'on prend que la substance chimique qui y correspond, eh bien, derrière, il y a une autre âme et il y a un autre esprit, et qui souvent d'ailleurs est des résidus pétroliers, parce que c'est fait par l'industrie chimique. Donc on va simuler la guérison au niveau matériel, puisque ça va masquer les symptômes, mais par contre, ça ne va pas produire de guérison au niveau psychique et au niveau spirituel. Voilà pourquoi les gens prennent de plus en plus de médicaments qui sont destinés à maîtriser leurs états psychiques indésirables, et que de moins en moins de gens ont de spiritualité, parce que normalement la spiritualité, elle nous vient aussi de l'extérieur, à travers l'eau, à travers les plantes, à travers les minéraux, etc. Donc l'industrie chimique, c'est un véritable génocide spirituel et psychique. Et en plus, on s'aperçoit que tous les médicaments, un jour ou l'autre, ils finissent par être interdits à cause de leurs effets secondaires, les médicaments chimiques. On s'aperçoit que la médecine chimique n'a jamais soigné, et qu'au contraire, elle a tué. Et c'est récurrent depuis ces dernières années, où tous les grands médicaments ont fini par être interdits, y compris l'aspirine. Ouais, il y a des données en fait que j'ai appris auprès d'un scientifique qui est de tradition soufie. C'est que le potentiel qui va aider l'humain, c'est pas forcément la molécule, mais ça va être un champ de conscience. Ça, c'est grâce à la physique quantique. Bon, c'est des termes modernes, mais les mystiques et les initiés l'expliquent depuis des millénaires. C'est que la vie n'est pas forcément que matérielle, mais elle est aussi, on va dire, spirituelle et métaphysique. Et cette métaphysique, les chamans, les hommes médecine d'Amérique du Sud, ils la trouvaient en connexion avec les plantes. Et ces plantes, en les prenant, ils étaient en connexion avec l'esprit des plantes. Donc, alors, si on se réfère à la gnose, excuse-moi ouais, d'interrompre, je t'en prie. si on se réfère à la gnose, il y a 4 états de la matière. Donc la gnose nous dit qu'il y a une façon vaporeuse, une façon ignée, une façon aquatique, liée à l'eau, aqueuse, et une façon concrète, dure. Et en fait, jusqu'à présent, c'est habitué à la physique quantique qui nous disait qu'il y avait des ondes et des particules. Mais petit à petit, avec cette histoire d'antimatière et en fait, de matière noire et d'énergie noire, on arrive à comprendre qu'il y a peut-être aussi des antiparticules et des anti-ondes, et on retrouve le système des 4 opposés de la gnose. Et petit à petit, la science moderne qui s'est trompée sur tout et tout le temps trompée, elle est petit à petit comme une tortue en train d'arriver à la connaissance traditionnelle. Mais nous, les gnostiques, on a de la chance parce qu'on a une lecture humano-centrée de l'univers qui nous permet de décoder tout sans attendre que des scientifiques, dans leur laboratoire avec leurs éprouvettes, aient découvert ce que nous, on sait depuis tout le temps. Et donc les chamans, les gens des anciennes traditions, eh bien, ils connaissaient toutes les dimensions de la plante.
Ouais. C'est-à-dire, toi qui as fait de la médecine de Paracelse, c'est bien Et spagyrique, ouais. spagyrique, Ouais. voilà, et puis aussi l'alchimie qui nous explique qu'il y a 3 plus un état de la matière, Ouais. et que tout ça, c'est pas seulement lié à la matière, c'est dû aussi à l'esprit, c'est-à-dire la manière dont les planètes et les constellations tournent en spirale au-dessus de notre Mm, tête, mm, qui mm. change tout. Excuse-moi. Et bah merci hein, Pascal J'en pour prie. cet ajout. Et le Spiritus Mundi, bah voilà, derrière l'objet matériel, il y a l'esprit. Hein. Ce spiritus, bah, quand on mange, on ne se nourrit pas que de patates ou de riz ou de viande, d'un steak. On va se nourrir d'un esprit. C'est pour ça que traditionnellement, en fait, les cultures du monde sédentaire, bah, au niveau de l'islam, ça va être de ne pas manger de porc, parce que ça se rapproche plus de l'humain. Dans le côté hébraïque, bah, de manger cachère, hein, de vider l'animal de son sang. Pourquoi bah, parce que dans le sang, il y a du fer, et le fer, c'est un potentiel qui maintient une information. Hein, le fer, bah, c'est lié déjà à la planète Mars, donc c'est l'agitation, c'est la violence. Et puis aussi, ça a un potentiel magnétique à retenir l'information bah, de l'âme de l'animal. C'est pour ça que dans les états d'âme, bah, on a autant du positif que du négatif. Et que traditionnellement, de faire une cérémonie comme les chamans faisaient avant de tuer l'animal, de prier pour lui. Bah, on le voit dans Avatar. Hein, bon, James Cameron, c'est un réalisateur qui a, on va dire, qui est intelligent, qui est en lien avec des tribus des peuples premiers en Amazonie. Donc c'est pas anodin son film hein, d'Avatar qu'il a mis en avant. Quand on voit dans ce moment qui fait une cérémonie hein, avant de tuer l'animal, de faire une prière, bah, c'est ce que les peuples premiers vivent naturellement. Parce qu'ils ont conscience que bah, l'animal, les plantes, les humains, tout en fait ce qui existe a une forme de spiritus. Et ce spiritus, bah, il est derrière le physique. Et c'est ce que je vais vous exprimer au travers de ce circuit 4, hein, des plantes qu'on utilise. Bah, il y a un esprit derrière. Et cet esprit, bah, il prend possession des êtres humains quand il n'est pas conscient, quand on va dire qu'il le consomme, le matériel, sans prier avant de le consommer, va se faire posséder dans un certain sens par ce spiritus. Il y a des charges qui se mettent en place. Donc c'est pour ça que dans les traditions, ben, on va prier avant de s'alimenter, on va mettre de l'esprit hein, dans la matière qu'on va manger. Quand on va boire, pareil, on va mettre de l'esprit dedans, hein, on va bénir, on va faire des bénédictions. Et quand on ne fait pas de bénédiction, bah, on perd un potentiel en fait, et on va se nourrir que de matière. Donc on enferme sa conscience dans la matière en le vivant de cette façon. Et donc, en étudiant ces circuits de conscience, c'est comme une carte hein, pour mieux se libérer bah, de ce plan matériel. Ah, merci. Donc, le circuit 4, en fait, hein, que je vous montrais tout à l'heure, bah, encore maintenant, ce circuit 4, la sexualité, quand on ne la vit pas en pleine conscience, on se reproduit, on fait un double de nous-mêmes, un clone. Hein. Et ce clone, ben, si on ne l'éduque pas dans une vie spirituelle, si on ne l'élève pas, ben, il va devenir un consumériste matérialiste. Et puis on finit par devenir malheureux. Salut Stéphie. Oui, bonsoir Hicham, bonsoir Stéphie, merci d'être à l'écoute. Euh, et pour se libérer de ce plan matériel, d'avoir une vie traditionnelle, spirituelle, au-delà du New Age, c'est-à-dire liée à la voie ancestrale et non de la voie des ancêtres dans le spiritisme. Hein, parce que dans le spiritisme, j'en ai fait partie à un moment, j'ai lu les écrits de comment il s'appelle Alan Kardec, le livre des esprits. Bon, c'était intéressant, mais. Un pharmacien breton. Ouais, un pharmacien breton. Bon, je suis un peu sorti de son influence en même temps que les Rose-Croix, parce que j'ai vu que ça m'aidait pas vraiment. Et puis, c'est au travers de mes expériences de yogi, au travers cette connaissance des 8 piliers du yoga traditionnel, de l'Ashtanga Yoga, de prendre conscience qu'il y avait un terme qu'on appelle le Samadhi. Et le Mahasamadhi, la grande libération, c'était de prendre conscience dans des méditations profondes. Et c'est en arrêtant de fumer que j'ai pu vivre des montées de Kundalini plus puissantes que j'avais vécues déjà en fumant. Et en arrêtant de fumer, j'ai pris conscience que la plante du tabac était une plante de pouvoir qui empêchait de se libérer réellement. Et dans les méditations profondes, j'ai eu des visions, j'ai pris conscience
avec des enseignements de sages, hein, qui m'ont enseigné par des initiations, au-delà des plantes de pouvoir comme le café, le thé, le chocolat, le tabac ou prendre de l'alcool, ça montait la montée de Kundalini, et que quand on faisait des ascèses profondes à vivre, par exemple, plus de prana pendant un certain temps d'ascèse comme le carême ou comme le ramadan, si on n'arrive à pas manger, on vit des libérations des samskaras et on les transmute. Ça, c'est de l'alchimie. Alors, je vais faire une petite pause. Mm. Vous savez que de temps en temps, j'ai ma mémoire qui me joue des tours et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit Jim Morrison. Et Jim Morrison, c'est un des Beatles. Ah oui. En réalité, c'est Desmond Morris. Donc, j'ai dû utiliser un moyen mémotechnique avec Jim Morrison. Alors, Jim Morrison, c'est pas les Beatles. C'est pas quoi, c'est quoi? C'est Doors. The Doors. Ah, c'est The Doors. Donc, je sais pas pourquoi, The Doors. Donc, c'est Desmond Morris. C'est un livre qui s'appelle Le Singe Nu, qui coûte pas cher, il coûte 5 dollars en livre de poche, que je vous invite à le lire, et parce que vous allez mieux comprendre le circuit de conscience socio-sexuel et les drogues mondaines. Et dans ce livre, qui m'a beaucoup marqué, j'ai lu il y a une vingtaine d'années, Desmond Morris, donc pas Jim Morrison, nous explique que tout le comportement social et sexuel de l'être humain est celui du chimpanzé. Et il a observé lors de son activité d'ethnologue et de sociologue et de psychologue donc les différents primates, et puis il a observé la société humaine. Et il s'est aperçu, alors il le dit dans son livre, éliminant les sociétés primitives encore existantes comme étant des ratés de l'évolution, il observe le singe nu moderne, arboricole, sorti des forêts et devenu carnivore sous l'angle de la sexualité, de l'éducation, de la combativité, de la recherche de confort, où il assimile tardivement la quête d'époux chez les primates au menu propos mondain dans un effet scientifico-comique irrésistible. Voilà. Donc lisez-le, je me suis tordu de rire en lisant ce livre. En tout cas, il éclaire bien le circuit de conscience numéro 4, où il montre que dans nos vies modernes, on est des vrais macaques. On est des vrais singes. Dès qu'il y en a un qui sort une banane, ça se met à s'agiter. Alors autrefois c'était la banane, maintenant c'est l'argent. Si vous voulez agiter les gens, eh bien sortez de l'argent. Vous allez voir dans quel état ça les met. Il y a d'ailleurs un YouTuber qui a fait ça il y a quelques semaines. Il s'est mis à Manhattan avec comment il s'appelle le chanteur canadien, Baby, baby, one more time. Je ne sais plus du tout. Justin Bieber, et il a jeté 10 000 dollars en billets d'1 $. Et si vous aviez vu ce qui s'est passé, c'était une expérience scientifique, et si vous avez vu ce qui s'est passé dans la rue, c'est très intéressant. Il y a des gens qui sont moraux et qui ramènent les billets. Il y a des gens qui se battent pour en avoir le maximum. Il y a des gens qui essayent de les répartir autour d'eux et qui les refilent aux autres. Et puis, il y a des gens qui sont complètement victimes. Ils se font piquer ce qu'ils ont ramassé, ils se font taper sur la gueule. Et vous retrouvez nos 4 castes, ceux qui sont moraux, ceux qui sont territoriaux, ceux qui obéissent à la majorité, puis les serviles qui vont se faire taper sur la gueule et exploiter. C'est comme ça, depuis que le monde est monde, ça s'appelle la synarchie. Je vous laisse avec notre singe nu préféré. Merci. Et oui, donc ce côté socio-sexuel, on a des codes pour évoluer dans le monde. Et on a formé des règles. Donc c'est implicite des fois, c'est pas exprimé, et explicite. Donc quand c'est implicite, souvent ça crée une forme des fois de frustration, ou même quand c'est explicite. Et ça structure la société humaine, ces règles. Donc en tout cas, ça a donné une procréation qui s'est générée au travers le système. Et c'est grâce à des valeurs, une moralité et certaines règles que on a évolué grâce à la créativité. Et cette procréation, parce que on voit dans le yoga traditionnel, la sexualité c'est lié à la créativité. Donc quand on maîtrise sa sexualité, on maîtrise sa créativité. Quand on est en excès de sexualité, souvent on brûle un potentiel, la mèche paraît debout. Donc au final, on finit par... souvent, quand c'est pas maîtrisé, on devient parent, et là, ça crée une forme de frustration si on ne l'a pas prévu. Donc ça crée des souffrances dans les familles quand c'est pas décidé. Malheureusement, dans le monde moderne, il n'y a pas des maîtrises. Donc dans ce monde moderne, il y a une forme de souffrance liée à un manque de maîtrise de ce circuit-là. Et puis, il va y avoir un commerce qui est fait sur des formes de frustration. Donc, ça crée de la perversité, ça crée des dénaturations au niveau, on va dire, sociopathe. Donc,
Ce côté de conscience morale, quand il est pas structuré dans la conscience sexuelle et aussi culturelle, ça peut donner, ça va freiner une forme de, en donnant un conformisme ou un côté réactionnaire. Ce côté réactionnaire, ça peut entraîner aussi une forme de moralisme robotique. Voilà, quand il y a, je veux dire, des doctrines religieuses, quand elles ont perdu de la lumière, de la clarté, bah, elles deviennent sclérosantes, avec des formes de, bah voilà, c'est le sexe c'est mal, le sexe c'est le diable, et ça a créé des formes de frustration. Et ces frustrations, bah, en fait, ça n'a pas aidé, et ça a créé des formes de courants alternatifs totalement pervers, et ça a créé une dégénérescence en fait au niveau social. Donc ça, c'est les traditions qui ont perdu toute leur valeur, toute leur conscience, on va dire pure, de cette pureté alchimique, que les mages, normalement, qui créent une tradition, bah, ils ont conscience de tous ces systèmes. Et la sexualité, bah, bien structurée, bien guidée, ça va être, par exemple, en Inde, le côté shivaïste avec la représentation de Shiva chez l'homme et de la Shakti chez la femme, où la femme est liée à la Shakti suprême, on va dire cette conscience de matrice cosmique, et en lien avec la matrice physique chez la femme, et qui va donner le potentiel à l'homme de transmuter sa matière. Donc, bah, dans le couple alchimique, la femme est une forme de prêtresse qui va prendre en charge une énergie, un potentiel que l'homme a, et cet homme va être transmuté, et de l'enfant, il va passer à l'homme spirituel, de l'enfant matériel qui est dans ses fantasmes, dans son côté sexualité non maîtrisée, où la femme est un objet pour lui. Et bah, l'homme va devenir plus conscient, on va dire plus sage, et puis il va maîtriser sa sexualité pour œuvrer plus dans le monde, pour devenir un être opératif dans le monde, à aider plus d'humains, à créer de la richesse, de l'abondance, pour aider bah, un cercle vertueux en fait. Et quand c'est pas maîtrisé, bah, ça devient un homme totalement déliré. Et à 50 ans, bah, il se sépare de sa femme, il achète une Porsche, et puis il va trouver une femme de 20 ans de moins. Donc ça, c'est la sexualité pas du tout maîtrisée, et qui est d'ailleurs dans son côté pouvoir maléfique. Donc la sexualité maîtrisée, ça devient une forme de tantrisme traditionnel. Quand je parlais de Shiva et Shakti, bah, le tantrisme traditionnel, bah, c'est de créer en fait, dans le couple alchimiste, c'est au-delà de faire un enfant physique, c'est de faire un enfant spirituel. Cet enfant spirituel, ça va être un projet, un idéal. Cet idéal, bah, c'est de trouver en fait, au travers la relation avec sa bien-aimée, qu'on dit dans le Cantique des Cantiques, au niveau chrétien, c'est un très beau texte, je vous conseille de l'écouter si vous ne le connaissez pas. Et cette bien-aimée, bah, avec ce bien-aimé, ils vont créer une œuvre spirituelle. Et cette œuvre spirituelle, bah, ça va être un projet, un idéal, comme je pense au couple alchimiste dans Nicolas Flamel et Dame Pernelle. Vous connaissez peut-être Nicolas Flamel au travers les histoires d'Harry Potter. Mais il a véritablement existé, ce Nicolas Flamel. Bah, c'était un alchimiste avec sa compagne, sa femme, Dame Pernelle, où ils ont fait des grandes œuvres de charité en ayant trouvé, bah, toute une histoire merveilleuse, qui s'est manifestée, au travers leurs recherches dans l'alchimie traditionnelle. Donc apparemment, ils auraient pu faire de l'or, et puis créer des grandes choses comme la Tour Saint-Jacques, ou l'hôpital à côté de la Tour Saint-Jacques, à côté du restaurant qu'ils ont ouvert, qui était une auberge, qui accueillit les gens, bah, les pauvres, qui pouvaient en fait recevoir le gîte et le couvert si ils récitaient un Ave Maria et un Notre Père en rentrant à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce côté alchimique, dans le circuit conscience culturelle et socioculturelle, sexuelle pardon, et conscience culturelle, au-delà du côté pervers, pas maîtrisé. Quand il est maîtrisé, bah, on peut faire un grand saut. Ce grand saut, bah, je vous en parlerai la prochaine fois, c'est vers le circuit 5. Le circuit 5 qui est le circuit en fait, de la conscience corporelle au niveau subtil et énergétique, la conscience énergétique.
Le circuit 4, quand il n'est pas maîtrisé, ben, on va faire un enfant et puis on va boucler la boucle, on va faire un grand saut, c'est-à-dire on vit une exaltation quand on devient parent, mais on va redescendre au côté circuit racine, donc on s'occupe d'un être, hein, au côté physique, puis on va se retrouver tout avec le champ mémorial de l'être à gérer. Si on n'a pas déjà géré son côté samskara de son champ mémorial, ben, on va avoir tout le subconscient, le matériel psychique qui remonte à la surface. Et c'est un enfer, quoi, de gérer un enfant en ayant un couple pas structuré déjà dans son subconscient. C'est la guerre, quoi, entre le compagnon et la compagne, parce qu'il faut s'épuiser pour gérer l'enfant dans la famille nucléaire si on n'est pas dans une communauté. Hein, comme disaient les communautés Ubuntu en Afrique, il faut tout un village pour faire un enfant. Il faut tout un village pour gérer un enfant, sinon on pète un plomb. Et ça, ce système sataniste, en fait, bah, tout ce qu'il fait, c'est de créer la division dans dans les communautés pour que les familles s'enferment dans des consciences matérialistes et totalement névrosées et névrosantes, hein, pour créer des enfants téléguidés et hypnotisés par la télé et les jeux vidéo, qui vont demander à la mère d'acheter des trucs totalement hors normes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, et où le mari va travailler dans le monde pour amener de l'argent matériel, du pouvoir, peut-être en étant en plus injuste, pas du tout spirituel. Et c'est le monde qui marche sur la tête. Et tout ça, c'est un pacte sataniste qu'on a fait en rentrant dans ce monde, dans ce système. Donc comment faire pour sortir de ce pacte? Ben, c'est simple, hein. Reprenez conscience du monde traditionnel, de reprendre conscience du monde traditionnel, par exemple dans cette relation avec le bien-aimé, hein, avec la bien-aimée, qui a une sacralité, hein, qu'on peut vivre dans la sexualité. Et la sexualité sacrée, bah, ça s'apprend. C'est pas du jour au lendemain. Il faut un guide. Donc c'est un moine dans la conscience du tantrisme, par exemple. Je suis, par exemple, une personne qui accompagne les êtres dans le tantrisme au travers l'étude, par exemple, d'un thème de numérologie. Hein, un thème de numérologie vibratoire, bah, en étudiant le thème du couple, on voit l'alliance qui peut se faire avec l'idéal des défis et des buts dans le couple. Et moi, en tant que moine, je connais des pratiques au niveau de l'alchimie traditionnelle, hein, avec le yoga, pour emmener le couple dans une conscience de la montée de la Kundalini, hein, dans la colonne vertébrale, et qui peut se passer dans le contact de Yab Yub, de l'échange énergétique dans l'être face à face, hein, d'une création de pierre philosophale, d'un enfant mystique à l'intérieur, et de vivre des consciences, on va dire, plus spirituelles, extatiques, au-delà de cette décharge qu'on peut vivre dans la sexualité qui n'est pas dans la sacralisation, et de gérer ses côtés frustration et on va dire stress, hein, dans la relation sexuelle, mais qui n'a rien à voir avec le sacré. Le sacré, on peut vivre un orgasme dans le non sacré, mais dans le couple, on va dire alchimique, hein, dans le niveau tantrique, au-delà de l'orgasme, on vit du multiple orgasme. C'est le couple multi-orgasmique. Il y a Mantak Chia qui en a parlé dans la conscience taoïste, hein, la conscience de l'énergie sexuelle maîtrisée. Je vous invite à lire ce livre, très intéressant, à mettre en pratique même. Et aussi au travers d'autres écrits plus du niveau tantrique, hein, comme je pense à un Français qui en parle bien, j'ai oublié son nom, mais j'ai un ami yogi à Poitiers, Telly Diarra, qui en parle très bien, parce que Michel Osier, voilà, qui l'a suivi, qui est un ami à lui, hein, qui, au travers du yoga de Cachemérien, dans cette conscience tantrique. Donc j'ai eu des enseignements pareils de ce côté-là, que j'ai vécu avec la mère de mes filles, qui était très riche. Bon, bah, après, bon, la mère de ma fille a décidé de vivre sa vie d'un côté, je vis ma vie de mon côté ici au Brésil. Et il y a des côtés énergétiques qui peuvent se vivre dans le côté tantrique qu'on ne vivra pas en étant seul. Dans le couple alchimique, on peut vivre un côté énergétique seul, hein, dans le côté tantrique alchimique. Mais il y a des révélations au niveau mystique et dans la sacralisation qui se vit que dans le couple avec un moine, un éveillé entre deux. On dit un adepte. Donc le prêtre, le moine qui est l'adepte, qui est en lien avec le cosmos par des initiations, va initier le couple et le couple va vivre des transmutations de sa conscience. Et il va vivre une forme d'alchimie, de symbiose où il va construire une identité profonde spirituelle qui va permettre de retourner à cette unité, hein, qu'on dit au-delà de la dualité, à cette conscience de sortir du samsara pour entrer dans le nirvana et de réintégrer chacun en soi la conscience de ce Bouddha, cette nature Bouddha,
et en couple de se libérer de l'enfermement. De l'enfermement de ce monde samsarique. Qu'on étudie au-delà du circuit de conscience qu'on étudie dans la gnose traditionnelle bouddhiste, au travers, par exemple, les courbes de gnose qu'on étudie avec Pascal et que j'aide Pascal aussi à étudier. Donc ce circuit... putain Macron. Dans ce circuit, voilà, 4 non maîtrisés, on a vu que ça pouvait emmener à un côté... sclérosant, quand c'est pas souple, mais quand il y a une forme de souplesse, quand il y a une sociabilité, une responsabilité et un niveau éthique mis dans le côté sacré, on peut trouver des qualités, un bon fonctionnement, comme un côté éthique développé qui donne ce côté tantrique. Et la phase de transition qui peut être vécue vers les circuits dits conscience supérieure, donc je vous disais ce circuit 5, peut être vécu avec des plans de conscience, mais qui peut être enfermante, comme le cannabis. Le tabac permet de descendre, c'est un ascenseur descendant, mais le cannabis permet de monter sur le plan dit supérieur. À voir que c'est pas forcément légal et que c'est enfermant, si c'est pas fait avec un chaman traditionnel. Parce que la plante du cannabis est liée aussi avec la porte des arcanes des enfers, des mondes, des inframondes. Quand on parle de l'arbre des clipotes, à l'inverse de l'arbre des séphirotes. Donc c'est une plante très envoûtante, le cannabis, c'est lié à Lilith, cette conscience de Lilith qui est une forme de séduction, et au-delà qui est totalement l'inverse de Marie dans la tradition, et le cannabis non maîtrisé fait rentrer dans un enfermement des inframondes. Je l'ai moi-même vécu, quand j'ai arrêté de fumer du cannabis, ça m'a permis d'en sortir de ces inframondes, pour rentrer plus dans la conscience céleste, des circuits célestes. Et ces circuits célestes, avec la gnose, avec les exercices pratiques du yoga tantrique, permet de voyager dans les circuits dits supérieurs. Donc ces circuits du supérieur, du circuit 5, il peut être vécu avec le cannabis dans le chamanisme, mais ça va bloquer la montée de la Kundalini. Par contre, ils seront vécus avec le côté initiatique tantrique traditionnel, et aussi initiatique, on va dire, dans le côté maçon maîtrisé, dans le côté clair. On peut dire aussi qu'on peut vivre des états de conscience modifiés profonds avec le côté sombre, mais on ne va pas forcément lier des pactes avec des bonnes entités, des divinités, on va plutôt lier des pactes avec des démons qui se battent contre les divinités, et au final, on va se fermer sa conscience dans le plan matériel. Que quand on vit des alliances avec le côté des divinités claires liées à la tradition, on va se libérer plus vers le côté plus spirituel. Spirituel à transmuter, on va dire, son âme pour vivre une libération de ce plan matériel du monde du samsara. Et les personnes qui ne comprennent pas ce circuit 4 peuvent être enfermées dans une forme de confusion, de perversion, comme je disais. C'est le non maîtrisé de la sexualité, mais aussi de la conscience culturelle. Le côté culturel, il est enfermant quand on ne le comprend pas. Mais quand on en fait un art, de la culture, quand on va vers la spiritualité traditionnelle, ça peut devenir un feu libérateur. Donc, le côté sur-régime de ce côté sexuel, ça peut rentrer dans l'obsession et l'extrémisme. Voilà, le côté sur-régime aussi tantrique, c'est de ne plus vouloir vivre sur Terre. Donc on s'isole du monde matériel. Donc c'est aussi une erreur. Ça peut donner des crises supraterrestres, comme une forme de nihilisme, de reniement de la vie en société. Donc c'est une forme de névrose. On peut être un mystique et totalement névrosé. D'ailleurs, c'est les chutes mystiques. Donc c'est pour ça qu'une voie initiatique avec un initié, un adepte, ça évite de se brûler les ailes comme beaucoup de mystiques peuvent faire. Très peu de mystiques arrivent à un état de libération dans le monde de l'au-delà sans perdre la tête. Il y en a qui vivent la folie, on appelle les fous de Dieu, des mystiques qui ont perdu la tête et qui redescendent en fait. C'est la chute en fait pour remonter après. Il y a toujours moyen de remonter, c'est juste une phase. Et en côté vertical, de feedback vertical, ce circuit 4 est lié au circuit 5. Donc le circuit 5, c'est lié à
Pardon, le circuit 4 est lié au circuit 8, pardon, ouais, pour être plus en phase. Et ce circuit 8, c'est le circuit dit créateur. Vous en parlerez dans les circuits dits supérieurs, dans les circuits de conscience supérieure. Le circuit créateur, c'est le potentiel d'être conscient qu'on est les créateurs de la réalité dans laquelle nous avançons. C'est comme un tunnel, et puis, ou un train qui avance dans un tunnel, il allume avec son feu devant lui, il voit sa réalité, mais la réalité derrière lui s'efface, parce qu'elle rentre dans l'ombre. Donc il y a cette vision au niveau quantique qu'on va créer sa réalité. Hein, on va projeter au travers notre troisième œil la conscience et on évolue comme ça dans un monde tridimensionnel où on projette sa conscience par rapport à les phases de samsara à brûler, hein, avec ses samskaras personnels à brûler. Euh, donc on avance comme ça dans le samsara, on va manifester devant soi au fur et à mesure de nos prises de conscience. Et jusqu'à ce qu'on s'en libère et qu'on se libère de cette réalité, on crée le corps d'arc-en-ciel et on ne revient plus. Donc ça, c'est l'ultime libération dans le nirvana. Hein. Et pour s'en libérer de ce samsara, il y a aussi un éveil que l'enfant peut vivre en intégrant la société et y participer. Hein, il s'éveille dans ce monde avec les autres. Et puis on peut s'éveiller au-delà, hein, dans la mystique, hein, dans le côté initiatique, d'un monde, on va dire, spirituel, et puis s'en libérer. Hein, c'est dit le circuit supérieur. Et il va y avoir aussi un côté stéréotype, hein, de ce circuit 5. Qu'est-ce que c'est le stéréotype du circuit 5? Ça va être le côté positif au niveau réactionnaire, comme l'homme robot moraliste, hein. L'homme robot qui analyse les choses, mais réactionnaire, c'est les côtés, on va dire, en sur-régime. Hein. Hein, c'est les stéréotypes, mais en sous-régime, ça peut donner un côté bah, euh, sociopathe. Hein, en sous-régime, comme ça, quand on est frustré, quand obsédé par certains côtés paramètres de ce circuit socio-sexuel et culturel, on devient un sociopathe. Donc on sort pas du circuit infernal, en fait, c'est un enfer, hein, de rester sur Terre et enfermé dans cette conscience matérielle. Donc voilà, pour s'en sortir, hein, de ce côté enfermant matérialiste, bon, il y a des traditions, et puis on est libre d'y aller ou pas, ou de se faire enfermer ou pas dans ces travers matérialistes. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. La prochaine fois, on fait ce grand saut pour aller vers le circuit 5. Hein, le circuit 5, ce circuit dit énergétique au niveau supérieur. Donc voilà, merci pour votre écoute. Alors, je vois si vous avez des questions. Hein, je vois, qu'est-ce que vous disiez en retour? Être bercé par la voix, Nicolas. Ah oui, peut-être il y en a qui se sont endormis, c'est tard, hein, là où vous écoutez en France. Salut Franck. Véganisme est aussi une forme d'expression. Ouais, le véganisme est aussi d'expression du nouvel ordre. Ouais, bon, c'est des formes d'extrême. Hein. Hicham, le monde du véganisme, c'est tiré des Jains, hein, de manger des fruits dans la nature, mais se balader tout nu dans la nature. C'est les Jains en Inde qui le font. Et on a détourné ça dans le monde moderne, mais c'est pas forcément bon d'être vegan dans le système, parce que ça crée des névroses en fait. Ok. Moussa. Je crois que tout le monde tu connais, tu peux entrer. Si vous avez des questions, posez-les, hein, je vais regarder. Genre, comment expliquer? Ouais. Alors, je vois pas forcément de questions là. Non, ok. Donc, bon, voilà, je vois que il n'y a pas de trop d'interrogations. Peut-être que vous êtes endormi. Vous êtes 12 personnes à écouter. Merci en tout cas pour avoir suivi. Puis voilà, je vous invite au prochain circuit
à l'étude de ce circuit et un grand plaisir de vous partager. Merci en tout cas à vous les amis d'écouter tous, d'avoir suivi jusque-là. On va rentrer dans les circuits célestes après. Donc attention, on va quitter le monde physique. À bientôt. Bonne nuit à vous pour ceux qui sont dans la nuit et bonne journée à vous pour ceux qui sont dans le jour.